Bonjour Jack, j'espère que tu vas bien. Nous avons eu le cours le lundi 6 avril. C'était hier pour toi et ça c'est aujourd'hui pour moi. C'est le cours 21 sur 44. Et alors voici le vocabulaire qu'on avait utilisé au début. Les changements, un changement. S'armer de patience, to summon your patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il faut s'armer de patience, comme maintenant. Hein, on peut pas sortir, on peut pas faire ce qu'on veut. Je t'avais parlé du film J'accuse, le film de Roman Polanski, qui est sur l'affaire Dreyfus. C'est une affaire assez fascinante. Ça se passe à la fin du 19e siècle et Dreyfus était considéré comme un traître par l'armée française parce apparemment il donnait des renseignements à l'armée allemande alors que ce n'était pas vrai. Il était juif et à l'époque il semblerait qu'il y avait beaucoup de Français antisémites. Donc le soldat Dreyfus était apparemment innocent, il est allé euh, en prison pendant plusieurs décennies. Euh, il y avait beaucoup de preuves, évidences qui étaient basées sur des comparaisons graphologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations pour inculper le soldat Dreyfus. On avait fait également un peu de futur proche et futur simple, l'imparfait et le passé composé. Alors ici, je t'ai mis des extraits, les, les les pages 132 et 138, le futur proche est le futur le plus usuel, le plus commun en français oral. C'est un futur en marche vu à partir du présent. Hein. Dépêche-toi. Donc ça, c'est une action immédiate. Voilà. Dépêche-toi, le train va partir, prends un parapluie, il va pleuvoir. C'est le week-end, il va y avoir des embouteillages. Le présent s'emploie souvent à la place du futur proche pour renforcer l'imminence d'un événement, notamment après tout de suite, immédiatement, bientôt. Attends une minute, je t'ouvre la porte. Je sors mais je reviens tout de suite. Nous partons bientôt en vacances. Voilà, voilà, j'arrive. Le futur proche indique un changement à venir, un événement. Je vais avoir un enfant, on va déménager. Tu connais la nouvelle. Joe et Léa vont se marier. Le futur proche indique surtout l'immédiateté, mais on peut l'employer pour un futur éloigné s'il est vu à partir du présent. Votre emprunt va s'étaler sur 15 ans. So you're getting a loan for 15 years. Le futur simple est une projection dans un monde futur, c'est un futur programmé, imaginé ou rêvé. Dans 6 ans, je prendrai ma retraite. En août, il fera chaud. Quand je serai grand, je voyagerai. Vous rencontrerez le grand amour. On l'emploie pour faire une promesse, prendre un engagement. Je viendrai demain, comme promis. Nous rembourserons vos notes de frais. À l'écrit et d'une manière générale, lorsqu'on enchaîne plusieurs phrases, on emploie le futur simple, plus économique et plus élégant. C'est plus rapide, hein, ça prend moins de mots. Ensuite, euh, on dit je vais revenir, on va vivre ensemble, tu vas voir, on va être heureux. Mais quand je reviendrai, on vivra ensemble, tu verras, on sera heureux. D'accord. Après un déclencheur au futur proche, on emploie souvent le futur simple. On va faire des travaux, on aura plus de place, on sera mieux. Je vais demander 3 jours de congé et on se marie. On vivra tranquille, c'est pas difficile, il suffira de faire des économies. Bachung. Ça, c'était un chanteur français, je ne sais pas s'il est toujours en vivant. Selon qu'il se présente comme un événement ou comme une programmation, un même fait peut être exprimé au futur proche ou simple. Ce soir, le président va s'adresser aux Français, ou alors ce soir, le président s'adressera aux Français. Voilà, donc ici, l'imparfait, le passé composé. On utilise des expressions avant, quand j'étais jeune, dans mon enfance, plus l'imparfait. On précise pas vraiment, hein. On a une durée indéfinie, ce n'est pas précis, et passé composé s'utilise avec une durée définie, plus précise, entre 1992 et 2002. Pendant 10 ans, pendant des années, j'ai joué du piano.
D'accord? On emploie le passé composé avec longtemps et avec une répétition. J'ai fait longtemps du piano ou j'ai vu ce film 10 fois. Lorsque la durée la plus large est définie, on emploie le passé composé. Tous les jours, pendant 4 heures, je faisais du vélo, c'était une du piano, pardon, c'était une habitude. Et tous les jours, pendant 5 ans, j'ai fait du piano. D'accord? Donc c'est un constat, etc., etc. D'accord? Donc le passé composé et le temps des rétrospectives, on l'emploie avec toujours, jamais, j'ai toujours aimé le foot, je n'ai jamais aimé la bière. On dit j'ai toujours aimé ça, ça a toujours été comme ça, avec le passé composé. Passé composé est le temps des conclusions, des constats, on l'emploie quand on peut dire finalement. Hier il faisait beau, je voulais sortir mais je ne pouvais pas, c'est un état. Hier il faisait beau, je voulais sortir mais finalement je n'ai pas pu. On l'emploie pour faire un constat de type journalistique. Hier, il a fait beau sur toute la France, les Français ont voté, les otages ont été libérés. Au restaurant, on demande souvent en fin de repas, ça a été? C'est un bilan, c'est un constat. On répond en général par c'était délicieux, c'était très bon. On décrit un imparfait. Les pronoms directs. Les pronoms directs, pardon, on remplace le complément après le verbe. Je regarde la voiture, je la regarde. Je regarde le vélo, je le regarde. Je vois mes parents, je les vois. On a les principaux pronoms en français qui sont en, y, le, la, les, lui, etc. Ensuite, on a les pronoms indirects, par exemple, parler à. On a des verbes qui sont précédés qui sont suivis de la préposition à. Par exemple, je parle à mon ami, je lui parle. On avait fait la France qui disparaît, le 20, la page 86. La publicité, bon, ads, marketing. On avance toujours, avancer, to move forward. Okay. Un vin de table, c'est un petit vin, c'est pas très exceptionnel. Voilà, généralement, beaucoup de Français boivent du petit vin, hein, beaucoup parce que c'est pas cher et ils peuvent en boire beaucoup. Généralement, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas comme ça dégueulasse. Voilà, je l'enlève. Hop. Une piquette, très mauvais vin, un gros rouge qui tache, du jaja qui pique. La classe ouvrière aimait les gros rouges qui piquent. Un vignoble, it's a vineyard. Hein, Los Vascos, on avait parlé de ce vin au Chili. Vin exceptionnel. C'est un Lafite. Et je te demande de faire les exercices 2 et 3 de la page 133 et l'exercice 4 à la page 139. Donc 3 petits exercices. Et maintenant, la France d'autrefois qui se trouve ici. Alors, je vais zoomer. Voilà. Qui ravit me ravit. Les vins de table ont disparu. La France est le pays du vin, le grand pays du vin, qualité que tous les pays du monde nous reconnaissent, même si c'est l'Italie qui est aujourd'hui le plus gros producteur de vin du monde. La France a longtemps détenu le record de la production, mais elle a perdu sa place en 2008 au profit de la péninsule. Ça, c'est au profit de l'Italie. Mais notre pays vend des vins chers et reste leader en chiffre d'affaires. Car qui peut rivaliser avec nos Bordeaux et nos Beaujolais? L'histoire de ces dernières années est aussi celle de la fin des petits vins de table, des vins populaires dans des bouteilles étoilées. Il n'avait pas très bonne réputation, le Kiravi, petit rouge, hop, d'assemblage de vins provenant de régions différentes. Il avait plutôt l'image d'une piquette, très mauvais vin. Il était même devenu synonyme de gros rouge qui tache, du jaja qui pique, avec Kiravi, c'est 2 jours au lit, entendait-on parfois. On ne va pas dire non plus que GVor, créé dans les années 50, était un grand vin, pourtant ce fut un beau succès. Les publicités dessinées par le grand affichiste Hervé Morvan ont fleuri à cette époque un peu partout. Et les ouvriers français et les classes moyennes appréciaient son... Il faut que je passe ça. Son. Non, j'ai passé la page. Ah, son petit prix et son goût prononcé.
Même si avec son fort taux d'alcool, la potion pouvait se révéler amère, certains parlaient d'haleine de Gévéor. Certains... Attends, j'essaie de bouger l'écran, c'est pas facile. Voilà. Certains se souviennent aussi du Préfontaine, des vins de Postillon, des vins Primior. La dénomination vin de table est une bien curieuse appellation, un peu floue, vague. Elle correspondait au début des années 70, lorsque les premiers règlements européens ont commencé à être adoptés, à des vins de consommation courante sans origine géographique précise, voire provenant de coupages de vins de différentes régions. Sur l'étiquette, aucune mention, pas de millésime, ni de cépage, ni d'indication géographique, et bien sûr encore moins de domaine ou de château. Les vins de table sont des vins de marque, l'étiquette mentionne seulement le volume, le titre alcométrique, l'embouteilleur. Depuis 2009, une réforme européenne a remplacé la mention vin de table par l'appellation vin de France. Les mélanges avec des vins en provenance d'autres pays que ceux de l'Union européenne sont interdits. Les vins de table sont des vins bon marché, que l'on veut parfois en bouteille en plastique ou en cubi, c'est-à-dire dans les boîtes en carton, que l'on boit parfois coupé d'eau. Ils représentent aujourd'hui moins de 15% des volumes produits en France, mais se vendent très bien à l'export. Les vins de France représentent désormais 22% des exportations françaises. Yeah. Donc, beaucoup de consommation hein, de vin, mais pas toujours les meilleurs. Voilà. La vente des vins de France, anciennement vins de table, explose en Chine, mais leur premier marché reste cependant l'Europe, avec 80% des ventes et l'Allemagne comme premier client. C'est surprenant. Eh bien, Monsieur Jack, tu passes une très bonne semaine. On se voit donc lundi prochain pour toi, ce qui donne dimanche prochain pour moi. À très bientôt, Jack. Merci.